Et j'aimerais également préciser une chose. Quelques jours avant ma sortie de prison, il y a un détenu à la prison centrale de Kondengui qui vient, c'était le 11 décembre, j'ai toutes ces dates en tête. Alors, il vient me voir, il était 6 heures, je venais à peine de me lever. Il me fait signe de venir. Alors, il m'annonce une nouvelle comme quoi le colonel Bamqui me propose que j'écrive une lettre d'excuse à Betty Assomo pour que je sorte. C'était le 11 décembre. J'ai dit, écoute, voilà, je vais réfléchir. Et ce même 11 décembre, là, vers 11 heures, il y a un pasteur qui venait de Mbanayoula, un ami de la famille, qui vient me rendre visite pour une séance de prière et tout. Après, je lui en parle, il me déconseille de le faire. Il me déconseille, il me dit que non, n'écris pas. Et il m'a dit ce jour-là, parce que c'est important aussi de savoir que la logique à laquelle obéissait mon arrestation, c'était qu'il fallait faire taire une voix qui, sans doute, dérangeait. Alors, il m'a dit ce jour-là que... Je ne vous coupe pas, Michel, même jusqu'à Paris, on a essayé de me faire taire l'année dernière. Je serais mort depuis juin 2019. Joël lançait quelque chose aussi pour Rémi Gona également, donc... la logique fait taire toute voix dissonante. Voilà. Donc, il me dit, je connais quelqu'un à la présidence de la République. Quand je lui ai parlé de toi, ça c'est le pasteur qui me dit, quand je lui ai parlé de toi, il m'a dit, ah, le journaliste là, bon, on verra ce qu'on peut faire pour lui, mais à condition qu'il se taise. Voilà. Et je vous ai expliqué également toutes les menaces que Igor Tadem a eu à faire en rencontre et tout. Moi, pour corroborer ce que dit Michel, il faut savoir que pendant son arrestation, la question qu'on me posait toujours, y compris mes interlocuteurs, mais qui sont ses sources? Qui sont ses sources sur la question anglophone? Comment a-t-il pu avoir ces informations? En fait, ce qui les gêne, c'est que Michel a des informations de première source, en fait. Source, oui, c'est ça. C'est ça, en fait, qui les gênait et qui les gêne encore, y compris à fait. Et donc, c'est ça qu'il voulait couper. Et c'est ça qu'il voulait taire, en fait. Et ils n'y sont pas parvenus. Dieu merci, tu as échappé à quelque chose qui aurait pu être terrible. Mais il faut savoir que ce sont tes sources qu'il voulait couper. C'est ça qu'il voulait, parce que tu es terrible pour eux. Tu déconstruis toute une machine à propagande elle est mise à mal par ta façon de traiter la question anglophone notamment. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, je me retrouve chez moi, à la maison. On vient de m'interdire d'exercer, parce que ça, il faut le dire, hein, j'ai été interdit formellement d'exercer la profession de journalisme au Cameroun, par le tribunal militaire. Et surtout que le procès reste pendant jusqu'à ce jour. Puisque je crois l'article, 14, alinéa 3 ou 4 du Code de justice militaire prescrit que l'arrêt des poursuites n'exclut pas qu'elles peuvent reprendre à tout moment. Bon, quelque chose comme ça. Donc, jusqu'à... C'est ça. Allez, exactement. On la laisse tomber. C'est terminé. Voilà. Je suis à la maison. C'est vrai que j'ai mesuré à quel point cette situation a mis ma famille complètement en lambeaux. Surtout ma maman qui a eu 60 ans cette année, qui a même failli mourir parce qu'elle est très fragile, elle a souvent des problèmes de tension et tout. Le fait d'apprendre que j'ai traversé cette situation, ça a failli la précipiter à la tombe. Bon, j'en ai discuté avec la famille, mes oncles maternels même, qui m'ont demandé d'arrêter complètement le journalisme, la défense des droits humains et tout ça, de me reconvertir à autre chose. J'ai dit qu'il n'en est pas question. Parce que si j'arrête, c'est-à-dire que ça va donner raison à ceux-là qui avaient pour objectif de me faire taire. Alors, il n'est pas du tout question que je me taise, il est question que je continue. Mais puisqu'au Cameroun, ce n'est donc plus possible, il va falloir que je trouve une terre d'asile. Et le pays qui me venait en tête, c'était le Burkina Faso, parce que j'aime bien Norbert Zongo, c'est mon modèle. Ah, ça, on a ça en commun, Norbert Zongo. Oui, Norbert Zongo, c'est mon modèle, et surtout que j'avais de la fascination pour ce pays de par son cinéma.
j'ai dit, bon, pourquoi ne pas aller vivre là-bas? Et surtout que j'ai un ami qui m'a dit que, écoute, si c'est mauvais chez toi, tu viens rester ici. Il n'y a pas de souci. Alors, on a fait des mains et des pieds, Maximilien Gondet, moi-même, Joël également. Et il y a PEN International également qui m'a beaucoup soutenu. J'en profite également pour remercier Patrice Nganan, parce que c'est Patrice Nganan qui me suggère de contacter PEN International. Bon, quand je les contacte, ils mettent un fonds en ma disposition qui va me permettre de payer le billet d'avion pour le Burkina Faso. Alors, j'arrive donc au Burkina le 16 mai 2019. Mais avant, devinez ce qui s'est passé à l'aéroport, parce que je suis parti du Cameroun à Douala. Je finis de remplir les formalités au niveau de la compagnie et tout, qui me remet d'ailleurs le boarding pass. Quand j'arrive au niveau de la salle d'embarquement, un monsieur m'interpelle. Monsieur, venez, bonjour, vous allez où? C'est pour faire quoi? Est-ce que je peux avoir les documents qui prouvent tout ce que vous dites là, machin? Bon, heureusement que j'avais, parce que j'allais à un atelier sur le droit du travail et tout. Heureusement que j'avais tout ça, je lui ai montré. Il a dit, bon, si c'est vos histoires d'atelier, bah, il faut passer, donc passe. Je suppose que si ça avait été un truc qui parle d'alternance au pouvoir, à l'Afrique et tout, voilà, j'allais avoir, peut-être qu'on allait me retirer le passeport comme on a fait à Longueuil quelques mois plus tôt. Alors, c'est comme ça que je quitte donc le Cameroun par un vol à Sky Airlines, je crois. J'arrive donc. Je la pub parce que vous risquez de m'envoyer des sous. Déjà, je vais vous mettre une amende à la fin. Vous allez savoir pourquoi je vais vous dire. Ah, je m'excuse pour la pub. Bon, je décide donc de prendre mon vol. J'arrive donc à Ouaga. Alors, quelques jours plus tard, je vais m'enregistrer auprès de la commission locale des réfugiés, la CONAREF. C'était le 7 juin, je crois. Je vais m'enregistrer là-bas avec toutes les preuves, tous les éléments de persécution que j'avais, les articles de presse, toutes les décisions et tout. Alors, on me donne rendez-vous, on n'a pas donné de rendez-vous. On m'a juste demandé de remplir un formulaire, ce que j'ai fait. Bon, pendant tout ce temps, de ma libération jusqu'à ma sortie du Cameroun, je n'avais pas fait de publication parce qu'il fallait non seulement me mettre en sécurité, mais pour qu'on ne me crée pas de problèmes. Pas exposer la famille non plus? Non plus, voilà, il fallait laisser la famille tranquille parce que j'ai discuté avec ma maman, ma soeur aînée, mes cousines et tout. Bon, je me suis senti un peu choqué par rapport à ce qu'elles ont pu traverser, bon, ce qu'ils ont pu traverser, puisqu'il y a des oncles aussi. Vous avez été sage de ne rien publier parce qu'il y a un autre qui a connu les affres de ce régime. Joël Didiengo et moi, nous avions réfléchi ici à Paris et on était tombés d'accord qu'on lui demande de tout arrêter, de ne rien publier. Exactement. Et nous allons trouver un moyen de l'extirper, mais il nous a désobéi et aujourd'hui il est en prison. Voilà. Vous savez, il m'aurait écouté. Hein, la décision prise par Joël et moi, il ne serait pas en prison. Voilà. Donc, j'arrive donc à Ouaga. Quand je décide donc enfin de m'exprimer sur ce qui m'est arrivé au Cameroun depuis Ouagadougou, j'ai eu comme le sentiment que c'était la débandade totale. Parce que je me souviens, il y a un aîné dans une chaîne de radio à Yaoundé qui m'a écrit en Messenger pour dire Michel, fais attention parce que j'étais à Douala avec un ami de Banqui qui m'a dit que Banqui peut t'arrêter même au Burkina Faso où tu es, et patati et patata. Donc c'était 2 jours après que j'ai annoncé que je vais faire un direct sur Facebook. Alors, je lui ai dit, écoute, ce direct, je le ferai. Il n'a qu'à venir m'arrêter s'il veut. Alors, je décide donc de faire le direct. Mais j'ai eu comme le sentiment que même au Burkina Faso, ce n'était pas du tout la sécurité. La sécurité n'était pas vraiment garantie. Parce que je me rappelle, en janvier 2020, il y a un ami qui m'appelle au Cameroun, Sébastien Ebala, qui est en prison aussi, Sébastien. du fait du même colonel Banqui. Voilà. Bon, il m'appelle, il me dit que, écoute,
il faut faire attention là-bas, là où tu es, patati, parce que il dit qu'il a causé avec un agent sénile, parce que comme les agents, la sénile était en train de le traquer aussi. Il me dit, oh Michel, bientôt, il faut qu'il fasse attention, parce que le colonel dit qu'il mène des opérations à travers le monde, oh, etc., et qu'il est capable de le tuer même là où il est là-bas au Burkina, parce qu'il est le camarade de classe du chef d'état-major de l'armée du Burkina Faso, le général Moïse. Nous étions en janvier. Le 26 février 2020, j'allais faire des courses dans une boutique pas très loin de la maison. Quand je reviens, il y a une de mes voisines, une maman très âgée, elle est même d'ailleurs de la famille du premier président du Faso, là, qui s'appelait Maurice Yameourou, je crois. Ils sont de la même famille. C'est elle qui me dit, elle me demande d'abord est-ce que tu as des gens avec qui tu marches ici? Je lui dis non. Après, elle me dit que parce qu'il y a des messieurs qui sont venus te chercher ici. Ils disent qu'ils cherchent un certain Michel qui vit ici. Je lui demande que, est-ce qu'il s'agit des gens d'ici? Elle me dit non, ce sont ils parlent avec ton accent, l'accent des Camerounais là. Il disait que non, il cherche un certain Michel, un Camerounais qui vit ici. Là, nous sommes le 26. Le 27, la même maman, elle m'entraîne à l'entrée de la cour. Parce que vous savez, à Ouagadougou, toutes les maisons sont dans des cours. Dans les cours communes, comme ils ont dit. Les cours communes, voilà. Donc, elle m'entraîne donc à la sortie de la cour là. Elle me dit que, je te dis qu'il y a des gens qui sont venus te chercher ici. Ils ont même fait le tour du quartier, ils partaient, ils se renseignaient partout. Tout de suite, là, je ne me suis pas fait d'illusion. Je me suis dit que ça, c'est les services de renseignement camerounais. Parce qu'il faut être un agent de renseignement pour savoir qu'il y a un Michel qui vit quelque part, un Camerounais qui vit dans les environs. Et quand on est Camerounais, vraiment, ça, il n'y a rien à faire. Alors, t'as dit que là où j'ai ressenti que le pouvoir de Yaoundé voulait avoir ma tête, c'était quand je publie l'article sur le massacre de Kumba. Parce que j'avais déjà alerté l'opinion un an avant. Un an avant, je l'avais lu. Voilà. Sur mon compte Twitter, parce que j'avais des sources sur place qui m'informent. Je balance ça sur mon compte Twitter que le pouvoir, à travers ces milices là-bas, est en train de préparer une attaque sur des élèves afin de mettre ça à l'actif des groupes séparatistes et tout. Alors, quand le massacre de Kumba intervient, il y a un internaute sur Twitter qui remet ça à la surface. Et je suppose que c'est ça qui a dû tuer la stratégie que eux ils avaient prévue, parce qu'il était question que après l'attaque, bien entendu, là, il allait avoir une mobilisation à l'international qui allait condamner le mouvement indépendantiste anglophone, et c'est comme ça que ce mouvement allait être détruit complètement. Et surtout qu'il y avait une série d'attaques qu'ils avaient prévues sur des élèves. Et on peut dire que cet article que j'ai produit avec des sources vérifiées et vérifiables, avec des faits qui n'ont jamais été contestés jusqu'à ce jour, j'ai contribué à sauver des vies. Parce que si je n'avais pas fait ces révélations-là, d'autres élèves allaient être tués après moi. Ça, je vous le dis. Et c'est quand je publie donc cette information que le pouvoir de Yaoundé décide donc d'avoir ma tête à tout prix. Alors, quelques jours après la publication de cet article-là, bon, entre-temps, il y a eu un certain Chandan Tomé, je ne sais pas si c'est un nom politique ou un activiste. Celui qui est politique, Chandan Tomé. Oui, qui a produit un truc là, comme quoi il faut que le gouvernement camerounais fasse tout pour que le Burkina me rapatrie et que je sois jugé pour incitation à la violence et patati et patata. Et il y a aussi eu une chaîne de télévision locale au Cameroun, Info TV, j'ai vu une consoeur là qui présentait une émission de débat. Et au cours de cette émission, elle demande au Burkina Faso de me livrer au Cameroun pour résoudre le problème anglophone. Et par la suite, je reçois un appel d'un avocat camerounais
Camerounais qui vit à Paris. Bon, je ne sais pas si je peux le citer ici. Bon, par Messenger, il me dit, mais Michel, tu ne peux pas imaginer ce que ton article a fait parce que ces gens, ils sont tellement en colère, ils cherchent à avoir ta tête. Je viens même d'ailleurs d'apprendre que la sécurité militaire a envoyé 3 de ses agents, a dépêché 3 de ses agents à Ouagadougou et qu'ils vont bénéficier de la protection ou du soutien d'un officier supérieur de l'armée burkinabé. Faites donc le lien. L'officier supérieur de l'armée burkinabé et l'appel que j'ai reçu en janvier où mon ami me disait, voilà, le colonel Bankoui dit qu'il est le camarade du chef d'état-major. Voilà. Alors, je prends cette affaire-là au sérieux. Bien entendu, j'en parle à des amis au niveau du Burkina, donc ils me disent, OK, il faut rester tranquille. Il n'y a pas le feu, nous allons prendre des dispositions pour te mettre en sécurité. Mais ce que beaucoup de gens ne savaient pas et que je n'ai dit à personne, si ce n'est à des personnes comme mon père Joël, c'est que mon départ pour le Burkina était déjà prévu longtemps à l'avance, c'est-à-dire que des mois à l'avance, déjà. Bon, ça, je n'ai pas voulu ébruiter l'affaire et les gens, une fois ici, m'ont dit que c'était une très bonne, tu as très bien réfléchi parce que si tu avais ébruité ça, tu allais avoir des difficultés pour sortir de là. Alors, j'étais en fait, parce que je voyais ça s'agitait sur Facebook, les gens m'appelaient même pour dire vraiment, Michel, comment on peut faire pour te faire partie de là, parce que franchement, puisque les gens qui ont eu à correspondre avec des sources au niveau de Yaoundé ont dit que vraiment, fais attention là où tu es. Et surtout qu'il y a un enseigne de vaisseau, c'est comme ça qu'on appelle ce grade dans la marine, de 2e grade. Un certain Worms Philemon, il m'envoie un voice par WhatsApp pour dire que je dois faire attention là où je suis, là-bas à Ouagadougou, au Burkina, parce que même quel que soit l'endroit où je me cache, il va m'atteindre, il va me tuer, ceci et cela, machin plus. C'est quand j'ai publié ça sur mon compte Facebook, que Facebook a fini par signaler mon compte. Ce qui fait qu'il est inactif et ne pourra répondre que le 24 décembre prochain. Donc, vous avez sauvegardé le voice, j'espère, quelque part. Oui, je l'ai sauvegardé. Je l'ai sauvegardé. Donc, je quitte donc Ouagadougou le 24 novembre. Et là, la date était déjà prévue une semaine, je crois, une semaine et demie à l'avance. Parce que c'est avec l'Organisation internationale pour les migrations que voilà, tout a été arrêté. Alors, c'est l'OIM donc qui m'a mis dans l'avion, si on peut parler comme ça.